Mhm. Alors, bougez pas. On va se préparer à ça, ça, partager, audio, vidéo. Et vous devriez voir l'écran vidéo. C'est bon? Dites-moi quelque chose. J'écoute. Parce que je ne vous vois pas là. C'est bon à l'écran. C'est vrai? Super. Alors, on va y aller avec ça. Prenez des notes, puis on en discute après. Masculine and feminine are not the same as male and female. They are the Latinized words that are used for man-like and woman-like. So, for example, a man can be called feminine and a woman can be called masculine. In anthropology, since about the 1930s, there has been studies of the variety of role divisions between the genders in different societies. And a very important role here has been played by the young female American anthropologist Margaret Mead. It's interesting that from the sixth dimension, this is the only one where it matters whether the information comes from women or from men. In the other dimensions, whether you collect your data from women or from men, you get the same position of the dimensions. The definition: masculinity is a society in which emotional gender roles are distinct. I'm not talking about social gender roles because they have a lot to do with the wealth of the country, but I'm talking about the emotional role, what you should feel being born as a boy or being born as a girl. And the boys should be assertive and tough and focused on material success, and the women should be focused on the quality of life. I call society feminine if this role separation is not there, or it is weaker at least, so that especially men are also supposed at times to be modest and tender and focused on the quality of life. Now I'm opposing feminine societies to masculine societies. Most societies are somewhere in between. In feminine societies, people try to balance family and work. In masculine societies, work clearly prevails over the family, and work is an acceptable excuse to neglect the family. And family is, of course, not an acceptable excuse to neglect your work. Within the family, in masculine society, fathers should deal with facts and mothers should deal with feelings. And if the children are hurt, they should go to mama. In the feminine societies, both father and mother should deal with facts and feelings. So you may go to mama for facts and you may go to papa if you're hurt. Masculine societies admire the strong. Feminine societies are jealous of high flyers, and especially in the Nordic countries, Denmark, Sweden, Norway, they have a word for this. Jenteloven, it means the law of Jente, and Jente is a name of a little town from a novel that describes how the people in the little town were so jealous of somebody who came in, who is the author of the novel. In masculine societies, people disdain the weak. In feminine societies, they have sympathy for the weak. In masculine societies, girls cry, but boys should not cry. Boys fight, but girls should not fight. In feminine societies, both boys and girls may cry, but neither should fight. In religion, you have different religions or different flavors of religions. In the masculine society, it focuses on God, God the Father, the powerful God.
And in feminine societies, religion focuses on the fellow human being. And finally, obviously, it's also related to sexual relationship. And you could say that in a feminine society, sex is a way for a couple to relate. In masculine societies, sex is a way of performing, and often it is so that man is the subject and woman is the object. Now, how do we measure the position of masculinity and femininity on dimension for a society? It can only be measured relative to other societies. And we measure it in a masculinity index, MAS, and the scale goes from 0 for the most feminine society to 100 for the most masculine society. I have here a list of some 14 countries selected from the 76 for which we have scores, and you see that this country with the highest masculinity score is Japan. And also high on the masculinity side we find Italy and Mexico and China and Britain and Germany and the USA. And on the other side we find the Arab countries, just on that borderline. We find France, we find Russia, we find Thailand, Costa Rica, Denmark and the Netherlands. Now, which shows that there is no relationship at all between the wealth of a country and masculinity or femininity. There are poor and wealthy masculine countries and poor and wealthy feminine countries. Now, what can we do with those MES scores? Well, again, we can correlate them with hard facts in society. For example, a few things that correlate significantly with masculinity and femininity. First of all, the percentage of people who are functionally illiterate, which means that they cannot read or write. In masculine societies, there are more functional illiterates than in feminine societies. But also, in masculine societies, there are more people living below the poverty level than in feminine societies. For the outside, masculine societies spend a lesser part of their budget on aid to poor countries. Feminine societies spend a higher percentage of their budget on aid to poor countries. There have been surveys to see what people blame poverty on. And in masculine societies, there is a popular opinion that poverty is blamed on laziness. It means that if people are poor, it is because they are too lazy to work. Whereas on feminine societies, poverty tends to be blamed on simply bad luck. In marketing, there is a difference that clearly food shoppers are women. So advertising, for example, for food is done to a women public. In feminine societies, both men and women shop for food. And finally, something about the relationship between the employer and the employee when they are negotiating upon conditions. Then in masculine societies, salary is clearly more important than leisure. In feminine societies, it is leisure is at least as important as salaries, and in fact, feminine societies tend to have longer vacations than masculine societies. And at the last point, in the social media, it has been proven that in masculine societies, people use the social media for fact gathering, and in feminine societies, they use it more for rapport building, for developing relationships with other users. Do masculinity scores change over time? They are transferred to the children in the family, with obviously father and mother as role models. And like for the other dimensions, the country differences expressed in the MES scores tend to be rooted in history. I have an interesting example from the 16th century, which is one author compared at that time the two maritime powers, Britain and Holland, and compared them to a couple
where Britain was the man and Holland was the woman. This is still the position. Britain is a masculine country and the Netherlands are a feminine country. The database that we used for comparing the generations on power distance and individualism, collectivism, unfortunately does not allow to compare the masculinity femininity dimensions because it is the World Values Survey, an American survey, and it does not contain in its questionnaire values related to the feminine pole of the dimension. And if you have only one pole, you cannot measure a dimension. In the USA, the word femininity is a taboo. USA is, of course, a very masculine country. And what is a taboo? A taboo is an expression of a very strong value, a value so strong that the word should even not be used. So, my conclusion is that for lack of other evidence, I consider masculinity and femininity at a societal level as stable as the other dimensions. Mhm. Je suis à vous dans une seconde. Je vais juste mettre ici. Super, merci. Bon, alors, échangeons un peu sur tout cela. Si je demandais à Noah, d'où viens-tu? Rappelle-moi. Moi, je viens de Martinique. Super. Alors, dis-nous, est-ce que tu as entendu avec ce que nous a dit notre modéliste? La Martinique, c'est une société plus féminine ou plus masculine? Et pourquoi? La Martinique, je pense que c'est une société plus masculine dans leur manière de penser, je pense. OK. Parce que, Juste en connaissance de cause, parce que je connais justement fréquenté certaines personnes qui viennent de là-bas. oui, Je pense que par rapport à ce qu'ils disaient, la société de Martinique est plus masculine que féminine. très bien, merci. Gaël, si je te pose la même question, rappelle-moi d'où viens-tu? Et de chez toi, on se situe dans l'échelle entre masculin et féminin. On se situe à peu près où, à ton avis? Ouais, moi, je viens du Liban et Oui. 100% c'est masculin. Et C'est pourquoi? une société masculine. Car quand on fait tout, ça revient pour les hommes et pour les masculins, pour les sentiments, tout ça, c'est toujours pour les hommes. C'est pas pour les OK. femmes. Ouais. Et est-ce que toi, tu as été élevé dans un contexte comme celui-là? Donc, tu as une aisance, évidemment, parce que c'est quelque chose que tu connais bien. Et lorsque tu voyages et que tu vas à d'autres endroits ou tu vas dans des sociétés qui sont peut-être plus féminines, est-ce que tu Ouais. pourrais nommer une où tu es allé qui est plus féminin que le Liban? Ici, au Canada, Ici, par exemple, d'accord? Et que tu c'est vois avec. la façon dont les gens réagissent au travail, dans la Ouais, société. c'est euh, différent. oui, et qu'est-ce que tu penses de cette différence? Qu'est-ce que ça te dit, toi, cette différence? Moi, pour moi, j'aime ça. J'aime T'aimes qu'il y ça? a des féminins et des masculins. Oui, j'aime ça. Bon, alors, tu aimes que ce ne soit pas uniquement d'un Ouais. côté, euh, tu ne connais pas peut-être Ouais. uniquement de l'autre, parce que ça n'existe pas, c'est vraiment tout à l'intérieur de cela, mais une société plus féminine, hein, et c'est pas une question de sexe, là, quand on parle de ça, c'est Ouais, clair, il ouais, est ouais. établi au début, mais c'est une question de perception par rapport au travail, par rapport aux Par les sentiments, responsabilités, par tout. rapport à la Ouais. famille, même par rapport au sexe, par rapport à l'achat de nourriture, le Ouais, messagerie, ouais. des éléments comme cela. Donc, tu as de l'empathie pour les Canadiens français ou la société canadienne-française. Ouais. Ah, c'était pas un ouais clair, ça. C'était oui. Et C'est-à-dire, comme, il y a des choses comme ça, il y a des choses comme ça. OK, Pas, alors, ah, ouais.
Fais-nous, non, c'est intéressant, tranchons un peu, là. Des choses comme ça et des choses comme ça. Alors, des choses qu'on apprécie, des choses qu'on apprécie moins. Toujours Ouais. en relation masculin-féminin, au niveau de la société, au niveau du travail, au niveau de l'emploi, au niveau des études. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu aimes moins bien? Comme pour les études et pour le travail, je préfère comme les deux. Ça soit société masculin et féminin. Cinquante Mais 50. ouais, mais pour des autres choses, comme si les deux sont les mêmes choses, je préfère ça. OK. Et toi, Fatima, rappelle-moi d'où viens-tu et ta société serait plus masculine, plus féminine et pourquoi? Je suis aussi du Liban. Euh, c'est une société masculine. Je suis un Oui. peu comme elle. Je veux d'ici et d'ici. Je trouve qu'il y a des positifs ici et des négatifs, puis il y a des positifs ici et négatifs, je trouve. In the perfect world, personnellement, je veux une balance entre cette société et cette société. OK. Donc, ta société d'origine et ta société d'adoption, cette session, si on peut dire ça comme ça, tu vois des côtés positifs aux deux endroits, puis tu vois aussi des choses qui peut-être te dérangent un peu aux deux endroits. Et tu trouves que un sain mélange des deux pourrait être quelque chose de agréable. Ouais. C'est cela? C'est ce que je comprends. Très bien. Qui est-ce que je vais aller voir? Constanza Gomez. Attendez bien. Oui, du Chili. Alors, parle-nous de ton Chili natal. Je trouve que c'est quand même une société masculine parce qu'on est quand même dans un contexte latino-américain, mais malgré tout, je trouve que c'est quand même assez féminin dans certains aspects. Il y a beaucoup plus je trouve, d'égalité euh, entre les deux sexes, les deux genres, mettons. Mhm. Je trouve que c'est quand même un bon équilibre. Très bien. Bon, c'est une société latine. On Oui, comprend que la vue masculine est très importante, la vision masculine est très importante. Ce sont des sociétés peut-être, et le terme n'a pas été employé par notre modéliste, mais machistes. Par contre, la famille est excessivement importante. oui. Et homme ou femme, on va mettre beaucoup d'énergie et de valeur dans le respect de la famille, dans le support à la famille, dans l'appui à la famille. Donc, il serait, c'est un élément, une question que je pose, lorsque monsieur travaille, s'il est le pourvoyeur de la famille, est-ce qu'il peut s'absenter relativement facilement parce qu'il y a une crise à régler dans la famille ou il est coincé au travail? Mon père, ouais, était coincé quand même au travail, mettons, si je prends mon exemple personnel, mais Oui. ma mère aussi, a travaillé. Fait que, tu sais, les deux, ils travaillaient, même si ma mère s'occupait plus de nous. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même, de mon côté, de mon point de vue, ça a été quand même assez masculin, féminin, quand même bien équilibré. Ma mère travaillait, elle s'occupait de nous, mais mon père aussi, des fois, il pouvait s'occuper de nous, aller, mettons, faire des activités avec nous, là. Mais c'est vrai que ma mère, elle s'occupait plus comme de la nourriture, peut-être de qu'on soit bien habillé pour aller à l'école, des petites choses que peut-être mon père, nécessairement, ça lui passait vraiment trop vite sur la tête. C'est ta mère qui achetait les vêtements, Oui, pas ton père. non, C'est ta mère qui achetait l'épicerie et qui faisait à manger, pas ton père. ouais, c'est ça, exact. OK, c'est bon. C'est intéressant. On continue. Merci. Laura Chan, dis-nous, rappelle-nous d'où tu viens et comment est ta société. Alors, moi, je viens de France Oui, et je trouve que c'est un peu des deux. Enfin, moi, j'ai été élevée pas trop à la française, plus du côté asiatique. oui. Donc, dans ce cas-là, c'était plus pareil. Mes deux parents allaient au travail, ma mère s'occupait un peu plus de nous. Mais mon Mhm. père aussi, il avait son côté où, quand on avait des activités extrascolaires, c'était vraiment lui qui s'occupait de nous et ma mère, c'était plus le côté école. Très bien. Donc, au niveau de là, Ta j'ai un mère, peu eu des ta deux. mère s'occupait des devoirs et ton père allait Oui. voir ta pièce de théâtre. C'est ça, exactement. Mon père nous accompagnait au sport et tout ce qui OK. était musique. Et après, ma mère, c'était vraiment tout ce qui était l'école, les notes, tout ça. OK. Alors, un équilibre partagé. C'est ça, c'est ça. Chacun a des compétences différentes. Si ton père ne sait pas cuisiner, il n'est pas obligé de cuisiner. Tout va bien.
Bernice, ça te fait sourire. Dis-moi, d'où viens-tu et comment est ta société? Comment tu la qualifierais? Bon, moi, je viens du Burundi, puis ma société, je pense qu'elle est vraiment très masculine. Oui. Et pour avoir vécu quelques années ici au Canada, je pense que c'est une société comme plus féminine. Je Oui. pense que je préfère comme de loin une société féminine parce que comme dans la vidéo, il y a une partie où ils disent que comme dans les sociétés masculines, ils ont tendance à comment dire, considérer l'homme comme le sujet, la femme comme l'objet. Oui. Et puis, bon, moi, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des parents qui sont allés à l'école et comme nous aussi, c'était partagé. Ma mère allait aussi au travail, genre, faisait du travail, mais elle s'occupait comme c'était quand même partagé. Mais en dehors, genre, où les gens n'ont pas la chance d'aller à l'école, donc les femmes sont vraiment comme des objets et puis ils sont pas considérés. So, c'est un peu comme ils grandissent et ils se marient pour faire des enfants et c'est tout. Et comment dire, je pense, il y a une partie où ils ont dit comme dans les sociétés féminines, il y a plus des gens qui vont à l'école que dans les sociétés masculines où il y a plus d'illettrés. Et je pense que, ouais, les sociétés féminines quand même donnent la chance à tout le monde plus que les sociétés masculines. Bon, alors toi, tu vas rester au Canada, tu vas marier un Canadien, tu vas faire plein d'enfants au Canada, puis ton mari va partager les tâches. On s'amuse, là. On n'est pas. Ce serait une vision intéressante. Plutôt que de retourner au Burundi et de marier un Burundais masculin dans son esprit qui te dirait, viens, va faire des enfants et ne me dérange pas parce que j'ai des choses à faire. Quelque chose comme ça. Non, pas nécessairement. Bon, je suis déjà mariée, je suis mariée à un Burundais, mais OK. c'est plus comme peut-être un peu apporter une notion de comment dire, esprit de société féminine au Burundi, Oui. genre un peu changer avec une nouvelle génération pour Oui. donner la chance à plus de gens. Oui. Alors, vous pourriez ensemble retourner au Burundi avec une approche que vous avez découverte ailleurs, que vous pourriez importer sur place et tenter de vivre en harmonie avec la société telle qu'elle est, avec vos nouvelles façons de faire que vous avez apprises. Ouais, Oui, c'est ouais. bien. Est-ce que j'aurais un autre commentaire qui serait ajouté par quelqu'un? Ça va? Alors, on va aller voir le... Shérif, j'écoute. Ben, je trouve que ici, au Canada, par exemple, quand vous dites congé de paternité, je pense que ça, c'est un peu genre du côté féminin, non? Oui, tout à fait. Genre Tout à parce que fait. Congé de moi, paternité. Et ça n'a pas toujours existé, le congé de paternité. C'est un phénomène récent. ouais. Hein? Parce que si vous dites ça en Égypte, par exemple, congé de paternité, les gens, ils vont rire de vous. Ils vont dire, ah, t'es pas un homme ou quoi? C'est quoi, quel congé? Tu veux faire quoi? Vous voyez? Ça, Ouais. c'est le travail de la femme. Oui, C'est comme ça qu'ils pensent, eux. Je dis pas ça, moi. oui. Alors, ça serait inacceptable. Ouais, exactement. Et c'est un congé rémunéré. Tu ne veux pas un congé rémunéré, toi, quand tu vas avoir des enfants? Ce serait bien, non? Exactement. Oui, oui, t'as disparu. Oui, exactement. Mais tu ne peux pas faire ça en Égypte parce qu'on va te bousculer un peu ou même à la rigueur se moquer de toi, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, ouais. La société d'origine, très masculine, n'embrasse pas ce type de comportement. Puis on ne porte pas de jugement, c'est comme ça. OK? Mhm. Alors, toi qui viens ici et qui découvre ceci, tu as de l'éducation, tu as voyagé un peu, tu regardes ça et tu dis, moi, j'aime ça. Donc, il y a un attrait peut-être, mais c'est pas pour tout le monde. Les gens en Égypte de ma génération, dans ton pays, ils ne veulent pas changer. Mhm. C'est très rare. Mais il y en a quand même quelques-uns, peut-être plus intellectuels, qui ont été élevés, qui ont voyagé, qui ont découvert autre chose et qui ont découvert que peut-être que tout d'un côté, c'est peut-être un peu restrictif. Tout de l'autre, c'est peut-être un peu, dans leur opinion, laisser aller. Un juste milieu devient peut-être quelque chose de agréable en combinant différents aspects des différentes sociétés, en l'adaptant à la sienne. Super. Et Tierno, tu as levé la main. Tierno, il faut mettre le micro, hein? Vous m'entendez? Oui, maintenant, Ah, oui. vous m'entendez, oui. Alors, le patriarcal, c'est ça qu'on appelle masculinité, c'est ça, non? C'est bien ça? C'est en partie cela. Ce n'est pas, c'est pas un truc d'homme, Donc, bon, mais où une société masculine, elle est très patriarcal, paternalistique. Vous avez patriarcal, raison. oui, c'est ça. Hein?
Mais j'allais juste dire que c'est parce que plus la société a évolué et un peu en avance, et plus il y a l'équilibre entre les deux. Oui. Par En exemple, fait, ce que tu me dis, c'est que oui, plus une société est éduquée, oui, tout elle à se fait. féminise. Oui. Hein? Non, mais je veux dire, il y a l'équilibre entre les deux, parce que les deux se côtoient. Oui, mais on parle d'un extrême Oui, ici, OK, oui. masculin. Et Mhm. plus on évolue, plus on a tendance peut-être à... Être un peu au milieu, et puis c'est-à-dire les deux se côtoient sans dire que l'autre est plus fort que l'un est plus fort que l'autre, parce Oui, que et notre expert nous l'a mentionné, il nous a tout à dit, fait. c'est pas tout d'un côté, c'est pas tout Non, de tout l'autre, à fait. tout le monde est un peu relativement, un Relativement, peu plus dans le milieu, plus c'est ici, ça. plus là, mais dans le milieu. Puis on retrouve les pays qui sont dans le milieu, la France, la Russie, la La Thaïlande, Russie, et le puis Costa l'Italie, et puis Rica, le Japon, oui, la tout à fait. Hollande, Oui, et la il Hollande. mentionne que Mhm. la position d'une nation n'a rien à voir avec son PIB. Pas du tout, pas du tout. Il a bien dit ça. Ben, et puis que les sociétés moins évoluées, ils sont plus masculines. La plupart. Moins évolué. C'est intéressant comme La, concept. la plupart, Et la plupart. moins évolué. Moins Tu viens évoluées. où, toi? Moi, je viens de la Guinée. Et la Mais- Guinée, c'est évolué un peu, beaucoup, passionnément. Non, 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 moins évolué, franchement, Je vois, non. trouve ça moins évolué. Alors, je Oui. sais pas, je pense que dans nos modèles, on n'a pas de rien sur la société évoluée. C'est un concept que je vais noter. Je vais essayer de trouver quelque société évoluée. Je vais essayer de trouver quelque chose pour la semaine prochaine à ce sujet, voir si je peux, si on peut creuser un peu ça. Ça mérite qu'on s'y Ok, attarde. c'est bien ça. Merci. Et pour terminer, Ali, Bonjour, monsieur. En bonjour. fait, je voulais plus parler par rapport à la société. En ce moment, ça commence à avancer. Parce que concernant au pays, par exemple, je suis au Sénégal. Mais là-bas, de base, à l'ancien temps, on disait que les femmes ne sont pas autorisées à travailler. L'ancien Là, temps. ouais, bon, parce que, Toi, ouais, toi, tu viens de Dakar. ouais, d'accord, effectivement. Oui, tu es dans la capitale. Oui. Mais si je m'en vais dans un village en Casamance, je retourne dans l'ancien temps? Mhm. Non, si il y a des gens dans l'ancien temps, bon, c'était dans les années passées, dans les, bon, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, par exemple. Avant ta naissance. Avant, bon, oui, ok, avant ma naissance, peut-être. Oui. Je suis né récemment. Mais en général, c'était plus les hommes qui travaillaient, genre, qui faisaient presque, qui étaient, qui jouaient peut-être un rôle pour gérer la dépense quotidienne. Et Oui. le rôle de la femme, c'était, bon, de gérer le ménage. Mais en ce moment, on voit que maintenant, du côté du père et du côté de la mère, ils partent au travail. Maintenant, il y a cet équilibre. Mais n'empêche, ça n'empêche en rien que tout ce qui est la maison, c'est la femme qui gère tout ça. Donc, le mari, son rôle, c'était seulement d'apporter à manger, Pourvoyeur. oui, effectivement. Oui. Et Euh, est-ce que ça change aujourd'hui? Madame bon, veut que ça change. Est-ce que la société change? Mais et ce n'est pas un truc de homme-femme dans la société. Il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire avec le masculin et féminin ici. Véritablement, c'est la façon dont on gère, c'est ce qui nous intéresse, dont on gère le milieu de travail, les employés, le temps, la performance. mhm, Et vous restez beaucoup sur qui fait à manger. OK? mhm, Alors que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on est en gestion. Ce qu'on veut comprendre ici, c'est que dans une société masculine, euh, tu es employé quelque part et on va te dire ouais, samedi, il y a tel truc, il faut que tu y sois. Mais ta fille a une pièce de théâtre et tu devrais faire comme Madame Chan tout à l'heure, Laura. Tu devrais accompagner ta fille. Tu as promis à ta fille de l'accompagner, mais ton patron dit samedi, il faut que tu sois là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas à répondre. C'est une question sans réponse. C'est tout à fait d'accord. rhétorique. Et alors, tu vas, dans une société masculine, tu vas dire, je suis désolé, Laurent, je ne peux pas aller à ta pièce de théâtre parce que mon patron me demande d'aller à Saint-Louis pour tel truc. Hmm. Et tu vas l'accepter parce que c'est comme ça. Alors que dans une société plus féminine, tu dirais,
Je suis désolé, patron, mais ma fille a une pièce de théâtre samedi. Ça fait des mois qu'elle répète. Je suis même assisté à quelques-unes de ses répétitions. Je ne peux pas manquer la pièce de théâtre de ma fille. Et ton patron va dire, je comprends, Ali, tu peux aller à la pièce de théâtre, je vais demander à Ibrahim de prendre ta place. Tu vois? Ça, c'est une société féminine. Ça ne fait pas toi un comportement féminin. Pas du tout. Puis c'est pas comment tu te comportes avec ta femme ou cette femme te comporte. Non, 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 non. C'est vraiment comment l'entreprise, la société, l'organisation du travail se fait. Rappelez-vous, on est dans un cours de gestion. C'est très important. Et monsieur, OK? mais est-ce qu'on peut élaborer le concept de poste, par exemple? Par exemple, pour certains postes, c'est plus attribué au masculin, bon, au genre masculin plutôt qu'au féminin. Oui, comme les postes de direction, par Les deux exemple, sont effectivement. où on va dans une société sénégalaise, Oui. en majorité, Mhm. on met des hommes à la poste de direction. Effectivement. Hein? Il y a quelques femmes qui percent. Ici, au Québec, on a une multitude de femmes dans des postes de direction, de plus en plus. Hein? C'est partout. OK? C'est un phénomène relativement récent, depuis ta naissance ou à peu près, Mhm. où la société s'est transformée. Alors, on a remplacé par un management masculin, par un management hybride, et on voit de plus en plus dans beaucoup d'organisations maintenant des équipes féminines qui prennent la direction. Et là, on n'est pas sur le c'est bien, c'est mieux, ça devrait pas, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que et ça ne change pas le fait que même si la femme prend la direction, est-ce qu'elle va aller à la pièce de théâtre de sa fille le samedi ou elle va rester au bureau parce qu'elle a du retard sur ses dossiers? Ça veut dire que même si la femme a une position de direction, ça n'en fait pas une société féminine. Ça peut être une société où la femme a pris une grande position dans l'entreprise. Bien sûr, elle a défoncé les plafonds de verre. Il n'y a plus de plafond. Et elle a sa place. Mais elle est masculine, cette société de travail. Et madame va travailler le samedi, le dimanche, le soir et le week-end. Parce que. Puis elle va dire à son mari, moi, je n'ai pas le temps, occupe-toi des petits. Et Et monsieur, mais je me dis aussi, je me le dis, mari va accepter de faire ça. Alors, on va retrouver ça peut-être plus, justement, aux Pays-Bas, Mhm. mais pas au Sénégal. Non. Bon, OK? en fait, par rapport à ça, je me dis que c'est pas forcément que la femme soit dans des postes qui sont peut-être élevés. Parce que si je prends l'exemple, par exemple, de ma mère, elle est secrétaire dans son entreprise. Oui, Mais n'empêche, si par exemple, il y a une urgence, ou bien si par exemple, il y a une activité qui doit se passer, elle dit par exemple à son patron qu'il y a mon fils qui part de temps et le patron, bon, il accorde sans aucun problème. oui. Alors, Mm. ils n'appellent pas ton père, ils appellent ta mère. Mhm. Donc, pour ce côté, c'est plus le genre féminin. On va appeler ta mère. Il y a un Mhm. problème à la maison. Ta soeur fait des bêtises ou elle a fait une crise de nerfs, je ne sais pas quoi. Elle est malade. Mhm. On va appeler ta mère. Elle a quelque chose à l'école, là. Elle est éclatée, je ne sais pas. Elle s'est chicanée avec ton professeur. Qu'importe. On va appeler ta mère. Bien OK? sûr. Alors que, puis je fais un parallèle, là, parce que ça me montre à l'esprit, pendant longtemps, on avait, la famille, on avait un duplex et il y avait un étage qui servait pour les bureaux, mes bureaux. Et c'est à la maison, c'est au deuxième. Et l'école des enfants est à deux coins de rue. Et quand il y avait un problème, qui on appelait? Ah bon? On disait, ah, votre fille est malade, elle a vomi. Ma fille s'appelle Laura. Alors, j'étais très, très bien. Alors, je partais avec le chien, j'allais à l'école, je ramassais mon bébé, je la ramenais à la maison, je la mettais au lit, je lui mettais une vidéo, quelque chose, puis je me soignais à côté d'elle, puis je prenais du temps. Ça ne fait pas de moi une société féminine, mais on est dans une société où on peut je peux laisser mon travail et aller m'occuper de mon enfant, et ça peut être moi qui le fais, non pas madame. Madame ne pouvait pas le faire parce que elle a un employeur où il faut demander ma fille, on a appelé, je dois quitter, est-ce que ça va?
C'était plus facile de dire Carl, va chercher Laura. Zoom, mais Carl va chercher Laura. C'est tout. Bon, je regarde l'heure. On va prendre 10 minutes de pause, 50 minutes, et on revient pour la prochaine vidéo. C'est bon? 10 minutes. Donc, on se retrouve à 1h30. Merci. Parfait. Excusez-moi. Hop. Non, un instant. Oups. Hmm. Ouf. Je sais pas si normal, moi ça me dit comme quoi ça enregistre. Oui, je viens de repartir l'enregistrement, mais là, j'essaie de remettre la vidéo. J'ai quelques... Je suis parfois surpris de mon côté technique qui me fait difficulté. Pourtant, d'habitude, je me débrouille bien avec ça. Hop, hop, hop. Vous voyez la vidéo? L'écran, 10 minutes, Gert Hofstede? Oui, Super. oui. C'est parfait. The terms individualism and collectivism suggest to many people political ideas. And in fact, both words were used, as far as I know, for the first time in the 19th century for political ideologies. Anything that ends on ism sounds like a political ideology. And they had already from the beginning a very strong value content. They were felt to be either good or evil. In the 1920s, somebody used them as the opposite ends of one scale. And then in the 1960s, the word individualism also emerged in personality psychology, and people started to refer to individualist personalities. Nobody ever tried to talk about collectivist personalities, by the way. But I chose the term individualism versus collectivism when I needed words to describe the differences between national societies, differences that actually had been described before me by several different sociologists. So I didn't invent the dimension at all. It was clearly described in different sociological texts, but I used these terms for it. And now here's the definition. Individualism is a society in which the ties between individuals are loose. Everyone is expected to look after her or himself and the immediate family, father, mother, and children. And collectivism is a society in which individuals, from birth onwards, are part of strong in-groups, usually the family, sometimes the extended family, sometimes the village society, sometimes the tribe. If I oppose the individualists and the collectivist society, and I find that in collectivist societies, people identify with we, they have a we identity. And in the individualist society, obviously, an I identity. In the collectivist society, they are, with a difficult word, exclusionist. They classify others as in or out group, and if they're out group, they're excluded. And in the individualist society, there is universalism. Other people are classified as individuals by their own particular characteristics. The competition in collectivist society is not between individuals, but between groups, between tribes, you could say. They're often tribal societies. And in the individualist society, the competition is between individuals. When it comes to carrying out a task together,
In the collectivist society, the relationship comes first, the task comes second. In the individualist society, the task comes first and the relationship may come afterwards. Then there is a distinction which comes actually from the literature between high context communication and low context communication. And in high context communication, it means that that is for the collectivist society, and that many things are obvious. So actually the communication can be short. Individualist societies, everything must be specified, and therefore the communications take more words, they are more extensive. And the last thing that I want to bring up is that a key word in collectivist society is harmony. There should be harmony inside the in-group. Even if people disagree, they should maintain the superficial harmony, because otherwise the in-group will be weakened. It will fall apart. In the individualist society, the idea is that confrontations can do no harm, they can sometimes be healthy. Now, how do we measure the position of a country on the individualism, collectivism dimension? It can only be measured relative to other societies. There is no absolute yardstick for it. And it is expressed in individualism scores, IDV. IDV values can be plotted on a scale from 0 to 100. And scores close to 0 stand for the most collectivist society, and scores close to 100 for the most individualist society. And here is a selection of 14 countries out of the 76 for which we have scores. The highest score for individualism we find in the United States of America. On the high side we found Australia, Britain, also the Netherlands, also Denmark, France, Germany. In general, we find European countries on the high individualism side. We find collectivist societies, low IDV scores in places like India, Japan, also in Russia, by the way, and the Arab countries, Mexico, and the lowest in China. What can we do with these scores? Well, we can correlate them with hard data. And I have a selection here of things that correlate significantly with the IDV scores. And first of all, wealth or poverty of a country. Wealthier countries tend to be more individualist, poorer countries to be more collectivist. The order of logic, in fact, is not that individualism comes first, it is that the wealth comes first and then the individualism follows. Collectivist societies have lower press freedom. Individualist societies have more press freedom. Then there are human rights. They were established by the Universal Declaration of Human Rights, and they have been measured by a Human Rights Index, and the index is clearly lower for collectivist societies than for individualist societies. It must be said that the Universal Declaration of Human Rights was created by people from individualist societies. In the family, in the individualist societies, you have higher divorce rates. In the collectivist societies, lower divorce rates. Often the marriages have been concluded also by the families. And the ideal age for marrying is also different. That's an interesting piece of research. In the collectivist society, the model relationship is of a somewhat older husband and younger wife. In the individualist society, it's smaller age differences between the spouses. Another piece of research is about the pace of life. And the pace of life in collectivist societies is slower than the pace of life in the individualist societies, which can, for example, be demonstrated by measuring how fast people walk in the street if they don't have any particular place to go, just if they walk freely to go from A to B,
how fast do they walk. Then in language, linguists have looked at it, and not surprisingly, the languages of individualist societies use more the word I. Actually, the most individualist language is English, and it is the only language I know that writes I with a capital letter. There are other languages that write you with a capital letter. In the collectivist society, sometimes there are languages where the word I is more or less taboo, and where you are not supposed to use it. And the last one is about recent applications in social media. There is a difference visible. Individualist societies use social media for an active search, and collectivist societies use it maybe for search on indication of the in-group or from communicating with the in-group. Now I want to say something about the relationship between individualism and power distance, because it is clear that countries with a lower power distance are more often individualist, and countries with a higher power distance are more often collectivist. Not always, but more often. But this turns out to be mainly the effect of wealth. Individualism is strongly correlated with wealth. Power distance, low power distance, is somewhat correlated with wealth. And if we take that effect out, if we compare rich countries with rich countries and poor countries with poor countries, the correlation between power distance and individualism almost disappears. So that is the reason that I treat them still, although they are correlated, I treat them as two separate dimensions. In the United States, some people write about horizontal and vertical individualism. Now that is of course a combination of IDV and PDI. Now the last question is, do IDV scores change over time? Individualism versus collectivism are transferred from generation to generation. You get them in the family. And there's research by Professor Beugelsdijk from Groningen, who collects answers of 2 generations, 30 years apart, on questions related to individualism and collectivism. And what it shows is that over the 30 years, that individualism has been on the increase. But it has not changed the order of the countries. So the countries have moved along together. And because the scores I use are based on the relative position of the countries, the scores did not change. So these scores can be assumed to be stable over time. Bon, alors, on recommence l'exercice comme on l'a fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Je vais changer ma vision pour que tout le monde soit là. Voilà. Alors, caméra, s'il vous plaît, messieurs, dames, que je puisse vous voir. J'ai besoin de ça. Maintenant, on va varier un peu, là. Il y en a toujours. Martine, bonjour Martine, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci vous. Ça va, je te remercie. Écoute, d'où viens-tu, Martine? Mon père, il est gabonais et ma mère Guinée, Sénégal. Super. Alors, dis-moi, à ton avis, individualiste ou collectiviste? C'est toi. Pourquoi? Quelle société? Est-ce qu'elles sont différentes? Entre mon père puis ma mère, non, pas vraiment, mais comme j'ai grandi ici, si OK, je fais... alors, commençons par tes origines africaines de l'Ouest, familiales, et parle-nous un peu de ces éléments que tu vois là-bas, puis après ça, on transférera sur ta portion maintenant en Amérique du Nord, au Canada français. Ok, fait que je dirais que par rapport à mes parents, c'est plus connecté. Donc, Oui. c'est-à-dire que les rôles sont déjà prédéfinis, puis
on grandit en fait avec une idée que les tâches sont différentes. C'est-à-dire que lorsque tu grandis, tu vas à l'école, par exemple. Oui, euh, c'est ça, genre les tâches sont déjà prédéfinies, alors que ici, c'est plus comme individuel oui. parce que, je sais pas, Pourquoi? C'est ce on veut entendre. Peut-être que Angela peut te donner un coup de main. Peut-être qu'elle a un point de vue complémentaire au tien. Angela, il faut mettre ton micro. Allô? Oui, Ben moi, je viens du Cameroun, puis je dirais que nous, on est plus dans la collectivité. tout à Euh, fait. ouais. Dans le fond, ben, tu sais, comme étant quand on va dire, on prend un exemple, étant une maman qui vient d'accoucher, ben, on dit toujours que, c'est comme c'est pas juste sa famille, c'est vraiment tout comme un village qui est là pour l'aider. Comparé, mettons, à ici, genre, si t'as pas, mettons, comme un certain lien, c'est plus, si t'as pas, mettons, des liens avec d'autres personnes, ben, tu vas être pris à gérer, mettons, ton enfant tout seul. Puis aussi, ben, c'est ça. Ben, dans la vidéo, Offset, il parlait aussi du fait que ben, ici en Amérique, ben, tout le monde tout le monde gère ses propres intérêts. Pourtant, comme dans les pays du Sud, ben, on est vraiment on pense au nous tout le temps. Puis c'est ça. Oui, alors si on revient à ce que tu exprimais, lorsqu'un enfant naît chez toi, c'est un enfant du village. Exactement. Ici, quand un enfant naît, c'est l'enfant de la famille, petite famille où il se trouve. Si tu as besoin d'aide, tu vas au CLSC. Ouais, c'est ça. Tandis que chez toi, il y a toujours une tante, un oncle, une grand-mère, une Exactement. voisine qui est prête à prendre le petit, s'en occuper, te donner un coup de main, amener à manger, des choses comme cela, qu'on ne voit pas nécessairement ici. Alors, on se rend compte qu'on a certainement une société, comme mentionné tout à l'heure dans les échelles qu'ils nous ont données, qui mentionnaient les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, comme des pays plus individualistes que collectiviste. Et collectiviste, on pense beaucoup à la perception pour le village, la communauté, la tribu, la famille élargie. Par exemple, toi qui es ici, si tu as un cousin qui vient étudier à Montréal, puis que toi tu es là et que tu es sa cousine, puis tu es la première arrivée, chez qui il va arriver, puis il va venir s'installer pendant un certain temps? Chez nous. Chez toi. Et puis, il reste là le temps qu'il a besoin de rester parce que c'est ton cousin. Bon, nous, ici, je m'en vais m'installer en Espagne. J'ai un cousin qui vient et je le garde chez moi une semaine, mais je ne le garde pas chez moi 4 mois, hein, parce que c'est individualiste. Karine, tu voulais nous ajouter quelque chose? Ben oui, j'avais deux questions en fait. J'ai-tu compris qu'il disait que dans une société plus individualiste, il y avait moins de différence d'âge dans les couples, puis dans le collectivisme, dans les sociétés collectivistes, il y avait une plus grande différence d'âge dans les couples? Euh, Bouge pas. Oui, effectivement, il y avait moins de différence d'âge dans une société individualistique. C'est ça. OK, parfait, très bien. Donc, j'ai bien compris, merci. Et plus Ma deuxième grande de question, c'était, l'autre. Dans plus grande de l'autre, où souvent oui, le mariage est organisé par la famille souvent. OK, OK? j'en prends note. Ça veut dire Attends, puis mon autre que question, les parents décident avec quelqu'un d'autre dans la famille, dans le village, dans la tribu, euh, font des arrangements pour un mariage. Ça ne veut pas dire le mariage forcé, mais ça veut dire que c'est pas la volonté du couple nécessairement, tout à fait. Le couple se forme après. Tandis je que chez comprends. nous, ben, on va prendre des gens, on va se marier entre sur des gens qu'on a connus, découverts, puis souvent on a des relations d'âge plus proches. En fait, Je comprends. hommes plus vieux, femmes plus jeunes, des fois ici, ça porte. Ali, on va passer un peu, on va laisser parler d'autres. On va te garder pour plus tard, s'il te plaît. OK? Parce que je veux laisser parler d'autres personnes, un peu de variété. Oui, alors il y a ici un homme plus vieux avec une femme plus jeune. On va facilement, tu sais, je parle d'un écart important là, qu'une vingtaine d'années, on va Ouais, peut-être facilement porter jugement. OK? Tandis qu'ailleurs, non, on ne va pas voir ça comme ça. Je fais une parenthèse, pour avoir travaillé en Inde pendant un certain temps, beaucoup des mariages là-bas sont organisés selon l'horoscope. On est compatible
avec les planètes et les dieux. Ils en ont 300 quelques. Et le mariage est fait de cette manière-là. Souvent, les époux se rencontrent dans une cérémonie où le jeune homme est présenté à la famille et parmi les personnes qui vont servir les plats, la future va venir porter un plat, mais elle ne peut pas regarder son mari, futur mari. Ça veut dire qu'ils se rencontrent le soir des noces, hein. C'est particulier. Alors, moi, je posais la question à mon vis-à-vis là-bas. J'ai dit, comment on fait? Il dit, pour nous, c'est une volonté divine. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer et on respecte la volonté de Dieu. Tout ça un sujet d'interprétation. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien, mieux, pas mieux. C'est pas ça du tout. Et eux étaient en couple depuis je ne sais combien d'années. Ils ont fait des enfants. Ils sont très heureux là-dedans. Mais ils ne se sont pas rencontrés sur les bancs de l'université et tombés en amour. C'est pas ça du tout qui est arrivé. Un dernier commentaire avant qu'on fasse la dernière vidéo de Hofstede. Oui, c'est moi, Rosten. Oui, Bah, c'est Rostand. J'avais une oui. question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'individualisme d'un pays est directement lié à la politique même du pays? Ou, Il ne mentionne pas l'élément de politique. D'ailleurs, il a fait quelque chose en mentionnant que ce n'était pas un phénomène politique, d'aucune manière, au tout début. OK? Alors, qu'est-ce que tu entends par politique? ben, je veux dire, bon, il y a des sociétés qui sont très basées sur ben, le capitalisme. On pense aux États-Unis, on pense. Oui. Et à l'inverse, c'est ça. Bon, il y a le Venezuela, Cuba aussi. Je me dis, est-ce que ce serait pas l'environnement politique qui influencerait Euh, directement Ce qu'il nous a dit, son modèle à lui, j'exprime que c'est son modèle. On va voir d'autres modèles rapidement après cela, que c'est une question de PIB, pays argenté, pays moins argenté, qui retrouve beaucoup de corrélations entre un pays riche, individualiste, et un pays moins riche, collectiviste. Et il le voit partout, cette corrélation. Alors, je trouve ça intéressant. Il faisait le lien aussi avec high power, la distanciation avec l'autorité, qui était le premier élément qu'on a vu au tout début, n'est-ce pas? Il disait euh, high power distance, individualisme et PIB sont étroitement liés. C'est pas totalement lié, mais étroitement lié, hein. C'est intéressant. Alors, évidemment, ça influe sur les courants politiques, sans l'ombre d'un doute. Mais nous, on fait dans l'économie. C'est bon. Alors, je vous amène au dernier. Oh, je viens de commettre une bêtise. Je viens d'enlever mon dernier. Juste une seconde, il faut que j'aille le rechercher. Hop. Indulgence, on peut la restreindre. Excusez-moi. Comme ça, on va partager. Non, une seconde, ce sera pas là. Droite. Voilà. À gauche. J'ai de la misère aujourd'hui. Ah! Vous voyez mon code barre? Oui. Merci. Dimension indulgence versus restraint
is the sixth and most recent dimension. The terms were coined by Dr. Michael Minkoff for covering certain differences he had found in the World Value Survey that so far had not yet been found in the other 5 dimensions. And it is mainly related to feelings of subjective happiness or unhappiness and the control of the people's own life or the opposite. And it is based on data collected by the World Value Survey in the period 1995 till 2004. And we have again data for 93 countries. Indulgent societies allow relatively free gratification of basic and natural human desires, leading to enjoying life and having fun. Restrained societies, they suppress gratification of needs and regulate it by strict social norms. If I oppose a number of characteristics of indulgent societies to restrained societies, taking into account that most societies are somewhere in between those extremes, then I see that on the indulgent side, people tend to feel healthier and happier, and on the restrained side, they feel less happy and less healthy, although objectively they may be equally healthy. In the indulgent societies, people have a perception of personal life control. They are masters about their own life. In the restrained societies, people tend to feel that what happens to them is not their own doing. It depends on other factors. Indulgent societies have a leisure ethic, you could say, and restrained societies have a work ethic. Indulgent societies have a more optimist, positive attitude, and restrained societies a more pessimist, cynical attitude. Indulgent societies have more extroverted personalities, and restrained societies have more introverted personalities. In indulgent societies, having friends is very important. In restrained societies, having friends is less important. This is evident in something like Facebook. In indulgent societies, people participate actively in sports. In restrained societies, there is less sports participation. Sports are things you watch, you see others do, but you don't do it yourself. Indulgent societies have less moral discipline. Restrained societies have stricter moral disciplines, and this also applies to sexual mores, which are looser on the indulgent side and more strict on the restrained side. How do we measure a society's level of indulgence versus restraint? There is no absolute standard, again, so we can only compare one society to another. It's the difference between societies. And this difference is expressed in an index, the Indulgence versus Restraint Index, and the abbreviation is IVR. And again, IVR values have been plotted on a scale from 0 to 100, and 0 stands for restrained societies and 100 stands for an indulgent society. I have chosen from the 93 countries for which we have data, and on the indulgent side you find Mexico, very indulgent, Nigeria, and also some other African countries, but also Sweden, for example, and Australia, and Britain, and the Netherlands, and the United States, and somewhat lower but still indulgent, Brazil. And then on the restraint side, we find France, and Japan, and Germany, and Italy, and India, and China, and quite restrained Russia, and extremely restrained Egypt and other Islamic countries. Now, what can we do with this index? What does it correlate with? Well, first of all, there is a
very interesting opposition. If you ask what is important to people, you find that in indulgent societies that freedom of speech for all is very important, and this is not so in the restrained societies, and the opposite of freedom of speech seems to be maintaining order in the nation. So in the restrained societies, the feeling is that maintaining order in the nation is more important than having freedom of speech. Indulgent societies tend to have higher crime rates. Nevertheless, they tend to have smaller police forces. And restrained societies have lower crime rates and larger police forces. In countries with educated population, the indulgent societies tend to have higher birth rates. In countries with educated population, restrained societies tend to have lower birth rates. In wealthy countries, indulgent societies tend to have more obese people, more fat people. In restrained societies, there is less obesitas in wealthy countries. And finally, in indulgent societies, there is higher approval of foreign music and films, and in restrained societies, there is lower approval of foreignness in music and in films. The combination of the two dimensions which we derive from the World Values Survey, long versus short-term orientation and indulgence versus restraint, leads to an interesting division of areas in the world. We find that on the indulgent plus short-term side, we have some African countries, not all. Nigeria and South Africa are there, and all the countries of South America and of North America, and Australia. On the restrained and short-term side, we find a few countries like Poland and Portugal, some African countries like Zimbabwe and Burkina Faso, and finally all Islamic countries. On the restrained and long-term side, we find the East Asian countries Japan, India and China. We find the countries of Eastern Europe and also Italy and Germany. And on the indulgent and long-term side, we find the other German-speaking countries, Austria and Switzerland. We find the Netherlands and Belgium, but we also find Sweden and Britain. They reflect values clearly that were transferred from parents to children, values that change difficultly in later life. Now, there was a research project by Professor Beugelsdijk from Groningen, who compared answers of two successive age cohorts 30 years apart. And in this research, there is a clear effect on indulgence. It means that over the 30 years, the level of indulgence in the world has grown. So societies have become more indulgent and the number of restrained societies has diminished. But the position of countries relative to each other has remained the same. So if they have shifted, they shifted together, and this is what the scores are based on. So the scores again of this dimension can be assumed to be stable over time. Ah, alors, même question que j'appliquais tout à l'heure. Et je demanderais cette fois-ci à Méliane Massé. Bonjour Méliane, ça va? À Bien, ton vous? nom, oui, je te remercie. À ton nom, on pourrait croire que tu es canadienne-française d'origine, n'est-ce pas? Oui. Et tu pourrais nous parler de ta société dans laquelle tu vis. Est-elle plus indulgente ou restreinte à ton avis? Je dirais plus indulgente. OK, c'est-à-dire? Ben, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de liberté. Tu sais, on a plus accès, par exemple, comme il disait, au film, à la musique.
ben, je dirais pas qu'on priorise le plaisir au travail, là, mais on est capable de faire un équilibre. Oui, Fait oui, que tout j'aurais à fait. tendance à plus dire ça. C'est vrai, sans nombre d'un doute. Peut-être que dans certains autres endroits, on n'aurait pas le World Jazz Festival ou des éléments comme ceux-là, ou des semaines de cinéma africain, par exemple, comme on a à Montréal depuis plus de 20 ans. Des éléments comme ceux-là, qu'on retrouve peut-être pas, je sais pas moi, la semaine du cinéma canadien à Ouagadougou. Mais non, non, mais encore, ça pourrait être organisé par l'ambassade, ça pourrait fonctionner. J'imagine que dans plusieurs pays, la France, par exemple, avec l'Alliance française, organise des activités pour mousser, par exemple, le film français à Fortaleza au Brésil. Alors, mais ce n'est pas un truc où la société se déplace en masse pour aller voir le cinéma français. Ça va intéresser une poignée de gens peut-être un peu plus limités. Merci beaucoup. Anthony, ton micro. Salut. Oui, alors toi aussi, tu es d'une société similaire à celle de Méliane. Oui. Comment tu définis, en termes de ta connaissance que tu as en gestion, on est plus indulgent ici, mais encore, tu veux ajouter quelque chose, tu veux mettre un grain de sel, tu veux donner une perception? Honnêtement, je saurais pas trop quoi ajouter, là. C'est sûr que 100%, on est beaucoup plus. On est assez indulgent, selon moi, là. Ici au OK. Québec, là, même en gestion, mais pour de ça, À pas part qu'est-ce de que je ça, pourrais ajouter. c'est correct, merci. Edilberto, dis-moi, ton pays d'origine? Moi, je suis né ici. Tu es né ici. Ta famille, elle est? Mon père est salvadorien et ma mère est dominicaine. Elle est? Dominicaine. Super. Fait que là, on parle de Caraïbes et d'Amérique centrale. Parce que, si je me souviens bien, on avait déjà mentionné ça à ton sujet. Tu as été élevé beaucoup avec la mentalité latine à la maison, Oui, n'est-ce mais pas? Et elle est diluée au moment où tu vas à l'école, au moment où tu grandis dans ton quartier, où tu es influencé par les gens qui t'entourent. exact. Alors, les sociétés de tes parents, très distinctes l'une et l'autre, c'est vraiment pas la même chose. Comment pourrais-tu les définir maintenant que tu regardes ça avec les yeux qu'on t'amène le nouveau regard? Ben, personnellement, je suis allé selon mes parents qu'est-ce que ma mère dit. Elle est de République dominicaine. C'est plus, je dirais que ce serait plus indulgent Mhm. ce qu'elle me dit parce que ils peuvent quand même pas. Comme, la liberté d'expression est quand même présente. Oui, oui. Puis on laisse les gens relativement libres de leurs actions, Ouais, ouais. hein? Contrairement à d'autres pays, peut-être comme le pays d'origine de ton père, Oui, où la société est beaucoup plus tenue avec une force policière, militaire présente, à la limite agressive. c'est vrai, c'est vrai. Mais Oui. ça veut pas être- je dirais que cette force, justement, militaire et tout ça, au Salvador, c'est peut-être une bonne chose aussi parce que ça va peut-être ramener l'ordre, justement, dans un pays qui était pas tellement Qui bon. était chaotique avec les brigands, n'est-ce pas? Maintenant, il mentionnait tout à l'heure que d'un côté, le côté plus indulgent, on est plus heureux que du côté où on est plus restreint. Est-ce que tu sens, toi, que fondamentalement, c'est une bonne question, tu vas voir, est-ce que tu sens fondamentalement que ta mère est plus heureuse que ton père? Joie de vivre, là. Je pense, Sourire, oui, oui, je pense que ma mère est plus joyeuse que mon père. C'est c'est parce vrai? que les expériences qu'ils ont eues, parce que aussi mon père, il a grandi dans la guerre aussi, donc Oui. j'ai l'impression qu'il était c'était plus rough que ma Oui. mère. Alors, dans la guerre, quand on parle de dans la guerre, on peut comprendre que la guerre nous contraint à
à se Ouais, protéger, à réagir, à protéger les siens, etc., c'est une forme de restreinte. oui, oui, Hein? exact. Alors, lui, il ne nous a pas parlé de guerre, il ne nous a pas parlé de militaire, il nous a parlé de force policière. Hein? Et mais il a quand même parlé de force policière. Il nous a expliqué que dans un pays plus indulgent, il y a moins de police, plus de crimes. Ouais, et contraire. Et le contraire de l'autre côté, où il y a plus de police, il y a moins de crimes. Alors, mais il y a plus de police, il y a plus de contrôle, il y a plus de contrôle, il y a moins de liberté, il y a moins de liberté, il y a moins de joie. Nous exprime-t-il. Puis là, il nous donne une série de pays. Bon, merci. Est-ce que j'aurais un commentaire supplémentaire de quelqu'un qui n'a pas encore parlé? Super. Alors, je termine cette partie-là avec notre expert allemand. Je veux vous partager, je veux vous remontrer un document qu'on a à la droite de l'écran, comme ça. Puis lui, on est à la gauche de l'écran. Super. J'ai iPhone qui n'arrête pas d'entrer puis de sortir. Hein. Voilà. Alors, je veux simplement vous ramener sur le document avec lequel le document joint sur le Moodle euh, pour qu'on s'ajuste avec ça avant d'embarquer dans les autres modèles. Il me reste un peu de temps avant la pause. On va être capable d'aller toucher à un autre modèle. Microsoft Word, comme ça. Super. Alors, je reviens sur le modèle d'Ofsted. Alors, c'est un modèle. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas complet. C'est une vision après de nombreuses années d'études pour nous permettre de comprendre. Alors, il nous a donné des éléments sur lesquels se baser. 6 parmi eux. On l'a écouté pendant de nombreuses heures sur la distance hiérarchique, sur l'individualisme, sur la masculinité, sur l'évitement de l'incertitude, sur l'orientation long terme, court terme, l'indulgence contre la retenue. Bon. Alors, ça nous donne maintenant une analyse plus approfondie des éléments culturels qui sont modélisés pour nous faire comprendre que l'Allemagne ne réagit pas comme le Canada face à une situation parce que. Et les réactions ne sont pas toute l'Allemagne d'un côté puis tout le Canada de l'autre. Il y a une variation selon les thèmes. Ça devient complexe pour nous pour analyser tout ça. C'est intéressant. Mais c'est fait beaucoup d'aller voir des graphiques puis d'essayer de sortir l'Allemagne, la France, Margaret, Georges, puis essayer de faire des comparables. C'est compliqué. Puis je ne vous demande pas que ça soit compliqué. Mais j'ai voulu vous montrer tout ça pour qu'on en discute beaucoup, pour que vous compreniez la profondeur de l'analyse derrière les prochains modèles qu'on va regarder qui sont tourner avec des applications, donc qui nous facilitent le travail. Mais je ne peux pas vous montrer l'application en vous disant, tiens, clique ici, ça va donner ça, si tu ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Alors là, je viens de t'expliquer un modèle, ce qu'il y a derrière, parce que si je regarde ça, puis que je continue, puis je m'en vais voir Trompenaars, qui lui aussi nous fait pas 6, mais 7 éléments dans son modèle. Puis on va voir qu'il y a des choses qui se répètent. L'universalisme et le particularisme, ça correspond à ce qu'on a vu un peu plus haut. Individualisme vis-à-vis communautaire, spécifique, diffus, neutre, affectif, accomplissement, attribution, temps séquentiel, temps synchrone, sens interne, sens externe. Évidemment, chaque expert va essayer de retourner ça à sa manière à lui, avec son propre langage. C'est tout intéressant. Puis on ne va pas défaire chacun des modèles à fond, mais si je regarde dans le modèle d'Ofsted, je suis à bonne place, non? Trompenaars. Le modèle universalisme particularisme. Les cultures universalistes comme les États-Unis. Le Royaume-Uni met l'accent sur les règles, les procédures claires. On a vu ça précédemment. Les cultures particularistes comme la Chine, la Russie valorisent les relations et l'autonomie dans la prise de décision. L'individualisme, communautarisme, privilégie l'autonomie et la créativité. États-Unis, Australie. Tandis que le communautarisme valise la sécurité et l'assistance du groupe. Japon. Alors, c'est des éléments qui se recoupent. On met des titres un peu différents, on le regarde. Je vous dis, chacun de ces experts a son modèle à lui. Tout ça est valable.
J'ai le modèle aussi d'Erin Meyer, qui elle est américaine. OK? Elle voit ça d'une manière aussi différente. Il y a son côté original aussi là-dedans, comme chacun d'eux. Meyer distingue les cultures à faible contexte qui préfèrent une communication directe et explicite. Les États-Unis et l'Allemagne à des cultures haut contexte qui utilisent une communication plus implicite et nuancée. Japon, Chine. Évaluation, feedback. Culture varie de manière dont elle donne et recevoir les critiques. Par exemple, la culture directe, Pays-Bas, Russie, sont franches dans leur feedback, tandis que les cultures indirectes, Japon et Indonésie, préfèrent des approches plus subtiles. Persuasion, leadership, prise de décision. Ça nous intéresse parce qu'on est dans la gestion. Je prends l'élément 4. Certaines cultures adoptent un style de leadership consensuel, celui de Japon. Ça veut dire qu'on veut que tout le monde soit d'accord, où les décisions sont prises en groupe. D'autres préfèrent le style pyramide, on l'a déjà vu. Chine, Inde, France. Okay? Confiance. Meyer distingue la confiance cognitive basée sur les compétences et les réalisations. Allemagne, États-Unis, on l'a vu dans les modèles précédents. Et dans la confiance affective fondée sur la relation personnelle. Chine, Brésil, gestion de conflits, approche pour gérer les conflits varient. Les cultures confrontatrices, France, Israël, voient les conflits comme un moyen de résoudre le problème. On l'a mentionné tout à l'heure dans une des vidéos d'Ofsted. Tandis que les cultures évitantes, avoidance, comme le Japon, Thaïlande, cherchent à minimiser les confrontations. Et l'attitude avec le temps aussi qu'on a vu aussi précédemment. Alors, tous ces modèles-là nous parlent de différentes manières. Alors, je vais vous présenter rapidement Erin Meyer. Bougez pas. Là, je vais changer tout ça. Je vais aller chercher mon vidéo. Erin Meyer. Comme ça, on va la placer à droite de l'écran. Ici, on va placer à gauche de l'écran. On va partager ça. Et là, je vous introduis à Erin Meyer. Super. Have spent the last 16 years studying how cultural differences are changing global organizations. But I have not always been working in a cross-cultural space. I was raised in a very monocultural place. I was raised in Minnesota in the Midwest of the U.S. And it was only later as an adult that I started living in other countries and kind of learning about these things. But I had a situation early in my career that got this all started for me, where I was on a trip to Japan with a Japanese colleague, and I gave a short presentation to a group of Japanese participants, and at the end of the presentation I asked them if they had any questions. When I looked at the group, no one raised their hands, so I went to sit down. My Japanese colleague then said to me, "Erin, I think actually there were some questions. Do you mind if I try?" And I said, "Okay, fine." So he then stood up, and again he said, any questions? And again, no one raised their hand. But this time, he looked very carefully at the group. "Oh, do you have a question?" And the woman said, "Well, thank you, I do." And she asked a fascinating question. And then he did it again. "Oh, do you have something you'd like to say?" "Yes, thank you, I do." So afterwards, I said to him, how did you know that these people had questions? And he said to me, "Well, it had to do with how bright their eyes were." And I thought, wow, they don't teach us that in Minnesota. So then I said, "Well, how do you know how bright their eyes are?" And he said, "Well, in Japan, we don't make as much direct eye contact as you do in the West. So when you ask people if they have any questions, most people are not looking at you directly. But a few people in the audience are looking directly at you, and their eyes are bright. And that indicates that they would be comfortable with you calling on them." So the next day I gave another presentation, and again I asked if there were any questions, and again no one raised their hand. But this time I thought, okay, I'll just try. So I did as he'd instructed, and I looked carefully at the group, and I saw, just as he said, that only a couple of people in the room were looking directly at me. And if I really thought about it, well, yes, okay, their eyes were bright. So I gestured to one of them, and he
kind of went like that, and then I said, would you like to say something? And he said, yes, thank you. So this was a very important experience for me because, well, there's an expression in Japanese which is kuki yomanai. They shorten it to KY, and it means someone who is unable to read the atmosphere, or someone who's unable to read the air, meaning to pick up the communication that's in the air. And here we could see that he clearly could read the air, and I was clearly KY. But I also saw that with a little bit of assistance and direction, that I also could become better at picking up those signals that were in the air. So then as I was thinking about this, I became very interested in trying to figure out if there was a method that we could use to help people to better read the atmosphere when they were working with cultures that they didn't know intimately. And we then started to develop this framework that came from lots and lots of research, where we divided culture up into different types of behaviors, and we started looking at, how is trust built in different parts of the world, and how do we make decisions differently in different parts of the world? And we saw that we were able to come up with patterns for how countries or cultures fell differently on those scales. And what was very interesting was that we could also then start to map cultures up to one another. So for example, here I mapped Brazil next to France for you, Brazilian culture to French culture. And you can see on some scales the cultures are very similar, and on other scales they're very different. I also mapped out here, for example, German culture to Singaporean culture. And you can look again at where the similarities and where the differences are on those two scales. Now, as we were going through this, I also started to see that there were a few key lessons for people who were trying to use this type of mapping. And the first was that when you looked at these scales, humans seem to have a tendency to want to look at them like there was a center of the world, with a right-hand side and a left-hand side. Yet in our multicultural economy, that doesn't make any sense. I saw instead that we had to think relatively about the scale. So I was amused with the first presentation where Denis gave this example of what the French are like. And I actually did some work a while ago where I was working with a global team. And at one point I asked the British on the team what it was like to work with the French on their team. And the British said, a little bit like what you heard from me, they said, well, the French, they're very disorganized, and they're always late, and they're always changing the topic in the middle of the meeting, so it's very difficult to follow them. But then when I interviewed the Indians who were on the same team, and I asked the Indians what it was like to work with the French, they'd say, well, Aaron, the French, they're so rigid, they're so inadaptable, they're so focused on the structure and organization and punctuality that they're not able to adapt as things change around them. And I saw that, yes, we could see that type of difference that was reflected on one of the scales, the scheduling scale, which looks at time orientation. And I will just say that I gave this same example in Germany a little while ago, and one of the Germans in the room said, well, Aaron, this is a really funny example for us because we work with the British all the time, and we are always complaining that the British are exactly the same way that you've just described that the British complain about the French, right? So when you look at the scales, the absolute positions of the scales don't mean anything, and trying to even describe what a culture is like is not really useful in this type of global organization that you're working in. Instead, we need to start being able to tease out these differences and how different cultures see one another. So that was the first point. The second point was that what it means to be an effective leader has changed so completely as we've gone through this globalization process because of these cultural differences. And that usually what it means to be an effective leader in one culture, in one society, is deeply linked to how children learn to think about authority in their schooling systems, for example. So, just to give you an example, I think a few people are from Sweden in this room. Well, Sweden is one of the most egalitarian societies in the world. And if you go into a Swedish classroom or you start looking at the way that Swedish children are raised, you'll see that there's this strong emphasis on the fact that the adult is like
a facilitator. The teacher can be challenged and contradicted and is just there to facilitate learning. And then if you wanted to look, for example, at, let's say, Mexico, you might find that the way that children are raised has a much stronger emphasis on the fact that the child should defer to or respect the authority figure. And the teacher, for example, in the classroom isn't giving the knowledge to the children who don't confront the teacher back. And then this has all sorts of links for you in a global leadership role. I worked with a Swedish company, Seco Tools, and they bought a big organization in Monterrey, Mexico, and now I had all of these Mexicans who were managing Swedish people. And one of them said to me, well, Erin, you cannot believe what it's like to manage in Sweden because they do not care at all that I'm the boss. You know, I go into these meetings, I'm trying to roll out my strategy, I'm trying to get everybody aligned, and they're challenging me, they're contradicting me, they're taking their ideas off in other directions. You know, sometimes I want to just get down on my knees, and I want to plead with them, you know, please don't forget that I'm in charge here. So this is really complicated in today's world because it means that it's no longer enough to know how to lead the Swedish way or the Mexican way or the French way or the Chinese way. We have to know how to do all of those things. And what I see with the most effective global leaders is that they may have one foot that's very deeply rooted in their own culture, but then with their own other foot, they're really working on learning how to motivate their teams in different types of ways. I call this authentic flexibility. And this, of course, for those of you who have done this, if you've moved to another country, for example, and you're doing this all day long, you might find that this is exhausting. It takes a lot of energy, and once you're stressed out, you're snapping back to your normal tendency. But we also see that this is like a muscle. So the more that you work on it, the easier it gets, till finally you can get to a point that you move back and forth easily from one type of style to another. That's the future of leadership in this global economy. The third point that we recognized as we were going through this mapping process was that a lot of people were saying, okay, fine, today's world is all interconnected. We're working over Skype, we're working over telephone, so aren't cultural differences impacting us less? But in fact, cultural differences were impacting us in so many more ways than they were before, yet we're totally unaware of them. So to give an example of this, I worked a while ago, well, let me just get you thinking about this. So in Germany, at the end of a phone call, it's very comfortable and appropriate to get off of the phone and put into writing what's been decided, right? And you would then send the recap to the person that you've been working with. I was doing some work a while ago with a Saudi Arabian team, and one of the Saudi Arabian participants said, well, you know, Erin, in my culture, if we have a discussion on the telephone and we make some decisions verbally, that would be enough for me, especially if we have a little bit of a relationship. And then if you get off of the phone and you put everything that we've decided into writing and you send that to me, that's a clear sign to me that you don't trust me. Hmm. Bon, je regarde l'heure. On prend une petite pause, 10 minutes. On se revoit à -20 et on commence à parler des applications. On va commencer par celle d'Erin Meyer aujourd'hui et on va aller faire un tour aussi à celle de Trump and Us avant de vous faire un petit travail pour la semaine prochaine. OK? Alors, 10 minutes. Monsieur, Oui. oui, moi, dans le fond, je suis forcé de quitter à midi simplement parce que j'ai un rendez-vous chez le docteur. Oui. Je demandais à un de mes collègues, dans le fond, j'imagine que vous allez aussi poster un review du cours comme à l'habitude. Oui, je vais essayer de faire ça la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, là, puis je viens de prendre en note que je suis un petit peu en retard, que je devrais Il n'y a aucun problème. C'est plutôt, vous avez parlé aussi d'un travail de groupe. Oui, mais prenez pas ça, c'est pas un truc pointé, là. Ceux qui seront là tout à l'heure, je vais les faire comme la dernière fois, je vais leur donner un petit travail à faire pour préparer pour la semaine prochaine, puis on va bâtir là-dessus. Alors, tu n'es pas là, tu ne perds pas de points,
Puis la semaine prochaine, tu vas suivre ce qu'on vient de faire, puis tu vas apprendre avec ça. Il n'y a pas de souci. Karine, tout va bien. Merci. Merci. Tu avais la même préoccupation, il n'y a pas de souci. Puis c'est pas vrai ce que je viens de vous dire, je vous enlève tous les deux un point dès le départ, c'est clair. Non, non. Vous êtes là, on participe, c'est le fun. Et j'aime beaucoup ça parce que j'ai une classe qui participe beaucoup. Vous échangez, puis on est quand même en ligne, hein? Hein? Vous parlez, vous prenez la parole, c'est vraiment le fun. Alors, on prend quand même 10 minutes, là. Moi aussi, 10 minutes. Parfait, merci. Ouais. Alors, je reviens vers vous maintenant qu'on a compris l'intellectualisme, l'intelligence derrière la conception de modèles. Rendons-nous la tâche plus facile. OK? Et comprenons qu'il y a des modèles qui ont été tournés en applications, apps. Des modèles, des applications web ou même des applications qu'on peut retrouver, qu'on peut installer sur son téléphone portable. On y reviendra tout à l'heure. Mais Ofsted nous offre un outil comme celui-là. On va y revenir. OK? Alors, je vous amène jeter un coup d'œil sur le modèle d'Erin Meyer. C'est sur son site web. Je pense que le lien est dans le Moodle. Sans ça, je vais le faire mettre demain. Mais c'est facile. Ça s'appelle Culture Map. OK? Et je peux cartographier et comprendre et avoir des explications. On va jeter un coup d'œil rapidement. Après ça, on va aller voir l'outil certainement le plus populaire pour vous, le plus facile à utiliser, le plus complet pour justement les travaux que vous aurez à faire. Le 17, l'exercice qui composera un intra de groupe qui va un cas qui vous est donné, puis vous devrez répondre aux questions, mais les modèles vont vous donner l'intelligence derrière. Évidemment, si vous allez me chercher un texte dans un des modèles et que vous le collez, copiez, qu'est-ce que vous devez faire? Citer. Eh oui, citer la source. Je n'ai pas objection à ce que vous mettiez quelque chose, mais vous ne pouvez pas vous l'approprier. Alors, vous mettez selon Trompenas, machin, etc., paragraphe. Je n'ai pas d'objection. OK? Parce qu'à la fin de tout ça, souvent, ma troisième question, c'est quelle est votre interprétation? Ça, tu ne peux pas me copier ça, puis tu ne peux pas demander à ChatGPT de faire ça à ta place. C'est ta perception. Puis quand c'est un groupe, ben, il faut que vous soyez en accord avec la perception du groupe. D'où, des fois, comme on a fait avec Elisabeth et Georges, Elisabeth et Georges, vous avez dit, ouais, l'équipe pense que, puis quand on commençait à poser des questions dans l'équipe, ils disaient, oui, mais... Et là, on n'avait pas de la dissension dans l'équipe, mais on avait des opinions dont on n'a pas nécessairement argumenté comme on aurait voulu ou comme on aurait pu, ou comme le groupe a laissé aller, puis surtout que c'est un exercice court, ce n'est pas une thèse de doctorat, on peut laisser aller beaucoup de détails. Alors, allons jeter un coup d'œil. Je vous repartage un truc. On va aller voir ça. Ah, Perrine Meyer. Cet outil d'Erin Meyer est un outil, là, je l'ai mis sur la traduction d'écran. Il ne traduit pas tout, mais il traduit un peu. C'est un outil payant. Payant. Tu dois payer. OK? Alors, moi, je le prends pour la journée. Ça me coûte, je ne sais pas, 3,45 $ pour la journée. Si je m'en servais, si vous êtes une équipe de 6 ou 7, puis que vous voulez vous servir de ça pour l'examen, puis qu'il y en a un qui le prend, ben ça va, c'est 3,45 US, ça veut dire à peu près 5 $, ben ça va vous coûter chacun 85 cents. Tu me suis? C'est pas une dépense qu'on va rapporter sur son bilan pendant 20 ans, là. Un truc qui nous permet de comprendre. Alors, j'ai pris ici quoi? Ben, j'ai pris Margaret et Georges. Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est d'être capable de pouvoir interpréter puis de comprendre. Alors, j'ai mis France et Royaume-Uni, alors que j'aurais pu rajouter, changer de pays, bien sûr. Puis là, je vois des points où les liens sont un peu éloignés, proches, proches. Et bien sûr, des endroits où la distance est grande.
Puis là, ça va me forcer à peut-être découvrir plus à fond pour comprendre pourquoi ces différences-là. OK? Alors, sur la persuasion, sur la prise d'entente, sur la confiance, sur l'évaluation du travail qu'on fait, certaines difficultés ou séparations sur la communication. Vous voyez que ce que je viens de mentionner là sont tous des éléments qu'on a vus quand on a parlé de Margaret et Georges. Ce sont des éléments avec lesquels on avait des difficultés. Alors, j'ai rien inventé, vous n'avez rien inventé, vous l'avez découvert en le faisant. Maintenant, vous voyez que le modèle justifie en grande partie vos réponses. Alors, évidemment, bon, alors on va voir si je me souviens comment ça fonctionne bien. Là, je suis France-Ouganda, c'est pas ça que je veux. Et normalement, je peux ouvrir ça, les descriptions des dimensions, lire les descriptions. Voilà. Alors, évidemment, c'est en anglais. Est-ce que mon site va me le traduire? Pas nécessairement. Alors, je disais, j'avais de la difficulté dans le... Attends un peu, je vais prendre ça ici. Dans le leading. Alors, on va voir que d'un côté, j'ai un élément qui m'est expliqué, de l'autre côté, j'ai d'autres choses. Puis là, je vais comprendre, en lisant ça, les écarts entre la perception britannique et la perception française. J'ai une explication textuelle. Et là, ça devient intéressant pour moi parce que ça me permet de saisir un peu plus. Alors, c'est un modèle que je vous proposerais Attends un peu, je vais remettre ma flèche. Que je vous proposerais d'essayer de utiliser pour le plaisir, si vous le voulez, puis d'essayer de voir ce que ça représente pour vous. Maintenant, mon modèle, pour moi, le plus intéressant et le plus facile d'utilisation et aux joies, au bonheur, c'est gratuit. C'est le modèle qui est tiré de Campenas, OK? Qui est un modèle de comparaison de pays, OK? Selon les 7 dimensions de Campenas. L'individualisme, l'universalisme, le spécifique, le neutre, la réussite, le passé, présent, futur, la gestion du temps, le séquentiel, le synchronique, l'interne, externe. Et là, j'ai fait Canada, mais ce que je voulais, c'est France, Royaume-Uni. Hop, voici l'équivalent de mon modèle. Évidemment, j'ai mis le traducteur parce que l'application n'est qu'en anglais. OK? Alors, je prends un endroit où j'ai beaucoup de différences, comme ici. Puis je veux comprendre pourquoi j'ai tant de différences. Vous voyez ici, dans l'individualisme et le particularisme, c'est relativement proche. Même chose avec le spécifique diffus. Même chose avec le séquentiel, le synchronique ou l'interne-externe. Par contre, où j'ai des grandes différences, c'est la perception passé, présent, futur, particulièrement sur la réussite et l'attribution. Et encore plus sur le neutre affectif et l'individualisme, le communautarisme. Alors, j'en prends un, puis je lui demande des explications. Regarde-moi la beauté de tout ça. En français pour toi. Écoute, ton travail est tout fait. Comprends-tu? Fait que tu peux même me prendre une partie de ce travail qu'il y a là, en équipe. Tu vois, ils me disent que les explications des dimensions, ces dimensions concernent le conflit entre les désirs personnels d'un individu et les intérêts du groupe auquel il appartient. Les gens se considèrent-ils avant tout comme des individus ou comme des membres d'un groupe? Dans les cultures à prédominante individualiste, comme les Français, les gens sont censés prendre leurs propres décisions et s'occuper d'eux-mêmes, que d'eux-mêmes et de leur famille immédiate. La liberté personnelle et le développement individuel sont fondamentaux pour obtenir une qualité de vie. Les décisions sont souvent prises sur place, sans consultation, et les impasses peuvent être résolues par un vote. En revanche, le côté plus britannique, l'intérêt de la communauté avant l'individu, dont les responsabilités principales est de servir le groupe. Ce faisant, les besoins individuels sont naturellement pris en charge, la qualité de vie, etc. Alors, les conséquences, lorsque on fait affaire avec des Britanniques, je vais en bas ici, je vais vous sortir mon petit crayon, là, quand je suis rendu ici, n'est-ce pas? Préparez-vous à des décisions rapides et à des offres soudaines non transmises au siège. Les négociateurs peuvent engager ceux qui l'ont envoyé et être très réticents à revenir sur un engagement. Les négociations les plus difficiles au préalable ont déjà lieu au sein de l'organisation lors de la préparation de la réunion. Vous aurez du mal à leur vendre la solution à cette réunion.
Alors, on fait du lobby derrière lorsqu'on peut préparer une réunion de cette manière pour que le terrain soit assoupli. Faire des affaires seul signifie que cette personne est respectée par son entreprise et son estime. Le but est de conclure une affaire rapide. Lorsque la gestion. Alors, là, voilà. Des éléments comme ceux-là. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps parce que, vous allez expérimenter ça dans le travail qui s'en vient. Effacer tous les dessins. Ma souris. Alors, c'est certainement le modèle le plus utile pour votre travail. Et comme il y a une question qui a été posée tantôt, est-ce qu'on doit se servir des 3 modèles? Pas du tout. Ofsted ne nous offre pas une version avec une application en ligne. Peut-être que Ofsted est plus vieux, puis qu'il y ait moins applications. Par contre, on a remarqué que quand il nous parlait de ces différentes dimensions, souvent, il terminait avec les médias sociaux. Il parlait de l'application de tout ça, ou la compréhension de ces différentes dimensions avec l'utilisation que les gens font des réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était une aparté intéressante, alors que Erin Meyer et ou Franz Trompenas ne nous donnent pas ce niveau de détail. Alors, ça, c'est un outil qui modélise. Alors, si on fait un travail, puis quand vous avez un cas qui vous est proposé, puis que vous regardez tout ça, on peut, par exemple, il y a 7 dimensions, bien, vous êtes une équipe de 7, chacun prend une dimension, l'applique au cas et revient avec une conclusion pour le groupe. Puis après ça, vous en discutez, puis vous remettez le travail en disant, l'expert nous dit, pop, 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 nous, on pense que. Ça m'intéresse. OK? Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Alors, je vais sortir d'ici. Voilà. Le lien pour ça se trouve dans le PowerPoint. C'est là. Mais est-ce qu'il y a d'autres modèles? Bien sûr qu'il y a d'autres modèles. Et oui, je ne vous les ai pas tous mis. Pourquoi? Parce que je vais vous faire travailler. Et je vais vous faire travailler en équipe. Alors, on a juste le temps de préparer ça et de vous laisser avec cette préparation. Alors, on est combien? On est rendu 37, 36. 6 x 6, 36. 6 équipes de 6. Ouais, c'est ça, un enfant comme ça. Parfait. Alors, voici, et je vous l'explique verbalement. Vous pouvez prendre des notes. On va faire un peu comme on a fait il y a quelques semaines. Tout à l'heure, je vais vous envoyer en 6 équipes différentes. Ploup, OK? Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est vous partager la tâche pour ramener le résultat la semaine prochaine. Je vous ai montré le modèle d'Erin Meyer. Je vous ai montré le modèle de Franz Trompenas. J'aimerais que chacune des 6 équipes fouille un peu, trouve 3 applications autres. Applications, texte, test, quelque chose de ce type-là, n'est-ce pas? Et regarde ensemble. Alors, vous êtes 6, vous cherchez 3 applications, vous mettez ça dans un WhatsApp, dans un Google Group, dans ce que vous voudrez. Et puis, vous dites, regarde, j'ai trouvé ça, avec le chef d'équipe. Et vous cherchez, vous essayez les applications que vous avez trouvées, des 3 que vous avez sélectionnées, et vous choisissez celle qui est la meilleure, les 3. La semaine prochaine, les 6 équipes vont présenter tour à tour leur meilleure application. Ça se peut que vous choisissiez parfois la même application, ça n'a pas d'importance. OK? Puis, on veut voir, évidemment, comme avec le premier exercice, comment vous avez géré l'équipe, comment vous avez cherché, qu'est-ce que vous avez trouvé, quels sont les 3 que vous avez retenus et pourquoi vous avez choisi la 3e. Parce que ça ne coûte rien, parce que c'est facile, parce que ça est en français, parce que c'est clair, parce que c'est bleu, parce que ce que vous voudrez. OK? Vous nous expliquez ça. Puis là, on va avoir 6, 5 ou 4 applications à regarder. À chaque fois qu'on fait cet exercice-là, vous trouvez de nouvelles applications que je ne connais pas. OK? C'est le fun. Ouais, vous faites un travail de recherche pour moi. C'est bon. Par contre, dans les sessions précédentes, on a accumulé de ces outils-là. Alors, après l'exercice que vous allez livrer la semaine prochaine, je vais partager avec vous la liste trouvée avant. Et vous allez voir de nouveaux outils que vous n'aurez probablement pas trouvés
qui nous facilitent la tâche. Alors, ça peut être des outils web, ça peut être des outils qu'on trouve avec des applications téléphoniques, comme ça, qui sont accessibles d'une manière ou d'une autre. Alors, vous cherchez, vous trouvez. Alors, je répète. Dans quelques minutes, je vous installe, je fais 6 classes, 6 groupes, 6 salles, puis je vous invite chacun dans les salles. Vous devez choisir un chef d'équipe. Le chef d'équipe devra m'envoyer la liste par email des participants de son groupe. Je veux savoir qui est dans l'équipe. OK? Et vous partagez la tâche et vous quittez. Fin de la classe. Dans la semaine, vous trouvez vos 3 applications qui vous intéressent. Vous en sélectionnez une et la semaine prochaine, vous nous présentez une. Donc, ça veut dire peut-être 2 diapositives PowerPoint où vous allez nous amener, le chef d'équipe va nous amener sur un site web, il va nous partager son truc en anglais, en serbe, en croate, en allemand, qu'importe. On va regarder ça ensemble, puis on va faire des découvertes, puis on va poser des questions, puis on va trouver ça intéressant. Quand tout sera terminé, on aura quelques nouvelles applications qu'on va remettre dans la liste, qu'on va actualiser, puis que je vais vous partager. Des questions? Alors, je répète une 3e et dernière fois, pour être sûr qu'on se je le fais exprès, je le fais verbalement. Vous entendez ce que je dis, vous l'interprétez, vous me sortez des résultats qui parfois sont légèrement différents. Il n'y a pas de souci. J'ouvre 6 salles. Je vous transfère, Zoom vous transfère dans 6 salles selon ses caprices. Vous nommez un chef d'équipe. Vous partagez les tâches pour trouver 3 applications sur lesquelles vous allez choisir laquelle est la meilleure. La semaine prochaine, le chef d'équipe nous expliquera comment le travail s'est déroulé durant la semaine. C'est pas long, là. Tu sais, ça prend 50 minutes de faire tout ça. Vous allez partager tout ça. Le chef d'équipe va nous expliquer comment il a choisi, comment il est parti de 3 à 1. Puis il va nous expliquer, donc, le 1, c'est quoi? Vous aurez 5-6 minutes chaque pour faire ça, là. C'est 5 fois 6, 30, ça va nous prendre 1 heure à passer au travers de tout ça. OK? Puis là, on va bonifier notre liste d'applications que je vous donnerai pour usage futur. C'est bien? Alors, allons voir. Salle de répartition. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 salles. Comme ça. Et alors, les équipes se créent automatiquement. Je vous laisse aller. N'oubliez pas, chef d'équipe, vous allez m'envoyer aujourd'hui ou demain le nom de votre équipe et la composante de votre équipe. D'accord? Maintenant, je vous souhaite il reste une demi-heure. Il reste, alors, prenez le temps que vous avez besoin. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Si c'est 25, c'est 25. C'est comme vous voulez. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions durant la semaine, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un courriel et je vous réponds. C'est bon? Monsieur, Oui, monsieur, excusez-moi, je voulais demander où se trouve l'enregistrement. vous n'avez pas accès aux enregistrements. Je Ah, vous donne d'accord. pas ça. Je vous donne un compte-rendu écrit de ce qu'on fait. D'accord. Merci. Voilà. Voilà, allez-y. Vous êtes invité. Voilà. Excusez-moi, mais je comprends pas comment je fais pour changer. Ah, ton nom, c'est parce que je t'ai mis. Bouge pas. Bouge pas. Je te retire le privilège d'animateur. Puis, voilà. Toi, il reste. Toi, c'est Juliette. Juliette.
Oui, alors bouge pas, je vais t'affecter quelque part, là. Laisse-moi voir. 1, 2, 3, 4, 5, ici, tiens, je vais t'affecter à la salle 4. Merci. Affecter salle 4. Voilà.